Donc, je vais me présenter, je suis Gérard Cazorla, ex-salarié de Fralib, syndicaliste. Donc, j'ai été CGT, bien sûr, pour moi, ça coule de source. Donc, j'ai été secrétaire du CE pendant longtemps dans mon entreprise. J'ai participé au comité de groupe Unilever et Unilever européen. Donc voilà, je connaissais parfaitement les rouages de la multinationale. Donc Fralib, c'est la multinationale Unilever. Alors, Unilever, vous devez connaître tous parce que quand vous allez faire les courses, vous avez certainement des produits d'Unilever. C'est les lessives Omo, Skip, Domesto, les dentifrices Signal, les soupes Knorr, les Miko, Lipton, le thé Lipton éléphant. On a mené 5 luttes différentes, la lutte sociale, avec toutes les initiatives qu'on a fait pendant 1336 jours. On a mené aussi une lutte économique, puisque avec notre expert, on a démontré que Fralib, qui était l'entreprise, faisait du bénéfice et était rentable. Et on a démontré que pendant 4 mois, on travaillait pour amortir tous les coûts de structure d'une usine, donc les bâtiments, les énergies, les salaires, y compris les salaires de nos dirigeants qui se payaient grassement pour nous liquider. Donc tous ces coûts ont été amortis en 4 mois. Et pendant les 8 mois qui restaient, on travaillait pour gaver les actionnaires. Voilà un petit peu la raison économique. Donc économiquement, on a aussi lutté pour démontrer tout ça. On a aussi mené une lutte juridique, puisqu'avec notre avocat, on est parvenu à faire annuler à 3 reprises le plan qu'ils appellent eux le plan de sauvegarde de l'emploi. Nous, on disait que c'est plutôt un plan de destruction d'emploi, un plan de sabordage de l'emploi, on appelait ça. Donc là-dessus, on les a mis en échec à 3 reprises. La 4e, je devrais expliquer, ça va être beaucoup trop long, mais la 4e était aussi illégale que les 3 premières, mais bon, on a réussi à un moment donné à pouvoir trouver un accord pour en sortir et pour créer notre coopérative. Mais bon, voilà, on les a mis en échec juridiquement pendant plusieurs années. On a aussi donc mené une lutte médiatique, puisque là aussi on a fait en sorte que notre conflit soit populaire. Et donc cette lutte-là médiatique, on l'a aussi gagnée, je considère. Et ce qui a fait aussi que la solidarité a été énorme autour de nous, ce qui nous a permis aussi de tenir dans les moments difficiles, parce qu'on a eu des moments où on est resté quelques mois sans salaire, donc il fallait bien trouver des moyens financiers pour que les salariés ne quittent pas la lutte parce qu'ils avaient un problème financier. Donc on s'était dit que on avait créé les conditions pour qu'aucun salarié puisse prétendre quitter la lutte par rapport aux problèmes financiers. On a lutté, donc on était sur 182 salariés, on a lutté jusqu'au bout à 76. Donc 76 salariés qui ont lutté jusqu'au bout des 1336 jours, 3 ans et 8 mois. Donc, et là, quand ils ont licencié les personnes, ils les ont appelés individuellement pour leur proposer 60 000 € pour qu'ils quittent la lutte. Parce que nous, dans les 4 plans sociaux, on n'a jamais discuté d'argent. On n'a jamais discuté d'indemnité. On avait 2 axes de lutte, c'est sauver l'outil industriel et sauver nos emplois. Je peux te provoquer un peu, ça ne Oui. dérange pas? Oui. Parce que là j'entends justement le récit de toute l'aventure que vous avez eue. Après moi je voudrais juste un peu te décaler là. Parce que là ça fait peut-être 30 ans, on voit des luttes de syndicats et tous elles avortent. Donc la vôtre justement a eu gain de cause. Et là je me dis à ce niveau-là, justement l'instrumentalisation qui se fait de politique vient mettre une symbolique au syndicat, dit tiens, le syndicat fonctionne toujours. Mais aujourd'hui, si on regarde de près, on voit l'inefficience des syndicats, quoi. Parce qu'il y a un rapport de force qui n'est plus le même. Donc après, je te pose la question, est-ce que tu n'es pas en train de jouer à de suite par le processus qui s'est engagé? Ça n'enlève en rien le travail que tu as fait, ça n'enlève en rien. Non, quand j'ai le travail, je te regroupe, c'est tous les mains. Aujourd'hui, justement, ça sert aujourd'hui, tiens, on dit, tiens, les syndicats, ça fonctionne toujours.
Alors que quand on regarde bien, il y a peut-être 8% de personnes qui sont dans les syndicats. Les syndicats sont condamnés à faire du théâtre dans la rue et il n'y a plus d'efficacité, quoi. C'est une question que je pose. Oui, non, mais ça c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui de la faiblesse de la syndicalisation en France. Sauf que entre la syndicalisation et l'adhésion, c'est pas la même chose. Je veux dire, on est plus aujourd'hui en France, on est plus un syndicat, notamment la CGT, d'adhésion, d'idées, parce que sur les élections professionnelles, bon, là il y a eu un exemple hier où ils se font les gorges chaudes que dans le privé, la CFDT est passée devant, sauf que globalement, le syndicat CGT est toujours le premier syndicat de France. Oui, mais quand tu as dit ça concrètement, là, oui, mais moi je le sais, on le vit ça, parce que j'ai vu entre-temps le monde du travail, il a chuté, il y a plus de 50%, 60% de quartiers qui n'ont pas d'emploi. Les syndicats, est-ce qu'à un moment donné, ils s'inspirent pour récupérer comment s'enraciner avec ces personnes pour les remettre dans des luttes collectives, quoi. Alors, le syndicat des chômeurs, ça existe. Il est ce qu'il est, mais il a au moins le mérite d'exister. Après, pour notre exemple à nous, on n'est pas des surhommes. On a eu simplement un collectif de salariés qui ont eu la volonté de conserver leur emploi et leur outil industriel. Après, on était dans un engrenage, on est allé jusqu'au bout. Ouais, je te reproche rien. Non, mais pour expliquer pourquoi on a gagné, parce que souvent on nous dit mais pourquoi vous avez gagné, comment vous avez fait pour gagner. Moi je pense qu'on était dans une situation en 2010 qui était particulière, on a eu un peu de chance et on a peut-être aussi utilisé l'intelligence collective à tous les niveaux pour, parce que je peux te dire que les journées, les nuits de réflexion en commun pour essayer de trouver la bonne stratégie, s'il arrivait qu'on gagnait au tribunal, s'il arrivait qu'on perdait au tribunal, on avait toujours une initiative pour rebondir, pour pas que le moral y basse, parce qu'il y a eu des choses comme ça, hein, des hauts débats. Donc voilà, moi je pense qu'on a su construire une lutte avec l'intelligence collective, parce que comme je dis, nous, la victoire, on l'a pas gagnée seule. C'est une victoire collective qu'on a eue. Et donc, on a peut-être utilisé, on a eu aussi de la chance, parce qu'on est tombé dans une période, parce que je n'ai pas dit qu'on avait gagné aussi la bataille politique, on est tombé dans une période où il y avait des échéances électorales importantes. Alors, bon, il a fallu apprendre beaucoup de choses. Moi, je pense aussi que ça fait partie de l'émancipation du travailleur. Parce que mettre en œuvre une entreprise comme Fralib, comme ex-Fralib, je veux dire, on a une usine énorme, il faut faire tourner cette usine. On savait que nous, on avait les compétences pour faire tourner les machines, faire des sachets de thé, mais on avait des compétences qu'on n'avait plus. Donc il a fallu aussi chercher pour certaines à l'extérieur, comme le commercial, parce que nous, on ne savait pas ça, comme le marketing, ça on est allé aussi chercher à l'extérieur, mais ce qu'on a pu gérer en interne, ben on l'a géré en interne. Il y a des copains ils ont changé de travail. Ils sont passés de techniciens, de machinistes à la logistique, à la compta, par rapport aussi à leur cursus scolaire, et ce qu'ils pouvaient faire. Et puis la formation qui a aidé à les mettre en œuvre. Donc, et ça, on n'a pas forcé, je veux dire, ça s'est fait naturellement. Il y a des personnes qui, par rapport à leur cursus scolaire, par rapport à leurs compétences qu'ils avaient avant, se sont positionnées quand il y avait un besoin. Pour moi, le bonheur au travail, c'est qu'on n'a pas de chef ou de garde-chourme derrière le cul, qu'il faut qu'ils te disent ce qu'il faut que tu fasses, qu'ils prennent les décisions et que tu ne sais pas d'où elles viennent, et qu'il faut que tu appliques comme un bourrin, sans savoir. Donc là, aujourd'hui, quand on fait un boulot, on sait pourquoi on le fait, on a les informations, et on est tous concernés pour, voilà ce que je disais, pour la pérennité du site. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que tu es partie prenante, puisque tu as quand même mis au capital de ton pognon, une partie de ton pognon au capital de l'entreprise. Syndiqué actionnaire. On est syndiqué, moi je suis toujours syndiqué. Et actionnaire. Le mot actionnaire ne nous convient pas. Oui, mais vous avez des parts dans l'entreprise sur les bénéfices. On a des parts sociales. Mais on a des parts économiques, pécuniaires. Oui, puisqu'on met des parts actionnaire sociales. social, si vous voulez. Si tu veux, mais nous actionnaires, on n'aime pas. On n'aime pas ce terme, donc d'ailleurs on a décidé dans la SCOP de ne pas rémunérer les dividendes. On ne distribuerait pas de dividendes. Après, on n'a pas tout rejeté. Avec Unilever, on avait quand même un savoir-faire qu'on a conservé. Je veux dire, on n'a pas tout viré. Ce qui a été bien, à un moment donné, on l'a quand même gardé. Mais
refonder tout le reste. Et par rapport au comité de pilotage, à chaque fois, ça se renouvelle. Comment ça fonctionne, la prise des décisions? Ouais. Parce que vous avez dit donc, une assemblée générale, et après les comités de pilotage, la prise des décisions... Ouais, oui, parce qu'on a été mandaté pour ça. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a pas, depuis 3 ans à peu près qu'on fonctionne comme ça, dans 2 ans de production, on n'a pas pris de décision qui a été recalée par le conseil d'administration et l'assemblée générale. Pour l'instant, voilà, les petites décisions qu'on a prises ont été validées à chaque fois. Après, comme je dis, les grosses décisions, ce n'est pas nous qu'on décide, c'est l'assemblée générale. Là, ça marche avec la majorité, comment sont les mécanismes? À la majorité, oui. On passe au vote quand il y a une nécessité, c'est à la majorité. Voilà, nous, on a voulu recadrer sur les produits naturels, notamment sur la marque Scopti, l'achat de matières premières en France, le cartonnage en France, voilà, tout ça on a recréé. C'est à la fois une fierté, une émancipation, et puis voilà, on travaille pour quelque chose. On ne travaille pas pour rien, quoi. À l'époque avec Unilever, tu travaillais parce que tu venais chercher ton salaire, parce que voilà, tu étais payé pour travailler, pour faire ton boulot. On a démarré avec, c'est un exemple, où tu as une ligne de production, où on disait, voilà, chacun a son boulot. On sait que le mec, il sait faire marcher la machine, l'autre, il sait la réparer. Donc, voilà, on avait tant de production à faire, voilà, allez-y, faites la production, tu vois. Et on a vite compris que ça ne marchait pas bien, parce que les mecs, il y en a qui ne se situaient pas, ils ne savaient pas où se situer, faire quoi. Donc, il a fallu qu'on fasse des plannings. Donc on fait un planning par semaine pour positionner les gars là où il faut qu'ils soient, ici et là. Et ça, il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin, c'est naturel, ils vont, dès qu'ils rentrent dans l'usine, ils vont sur leur machine, ils font ce qu'il faut faire. Il y en a qui sont là, mais où je vais? Ben oui, donc ils nous considèrent comme la direction. Il y a des leaders qui émergent. Ouais, oui, je suis d'accord, mais nous ça nous gêne un petit peu, parce que nous c'est pas ça de notre état. Mais bon, comme on a été moi, je considère que comme on a pris des responsabilités syndicales, on les a assumées. Aujourd'hui, on assume ces responsabilités-là, mais pour moi, ça n'a rien changé, quoi. Et nous, on voulait récupérer la marque Éléphant, parce que la marque Éléphant, comme je disais, elle est née à Marseille, et elle a plus de 120 ans. Et donc, pour nous, c'était un patrimoine de la région. Et les travailleurs qui ont travaillé dans cette usine étaient au boulevard Camille Flammarion, j'ai été embauché là-bas d'ailleurs, en 81. Tous les travailleurs qui ont travaillé là, la notoriété de cette marque, elle a été faite par les travailleurs qui sont passés, des générations et des générations. Donc en plus, Unilever a 2 marques où on fabriquait, c'était Lipton et Éléphant. Éléphant, c'est une marque française qui est vendue qu'aux consommateurs français. Lipton, c'est une marque internationale, ils appellent ça, Unilever a 10 à 12 marques milliardaires. Et Lipton était une de leurs marques milliardaires. Ça veut dire qu'elle dépassait le milliard de chiffre d'affaires. Une marque qui dépassait le milliard de chiffre d'affaires. Lipton était une de ceux-là. Donc on leur disait, partez avec Lipton et vous nous laissez Éléphant. L'avantage, c'était que, 1, on conservait le patrimoine, et 2, on avait 500 à 600 tonnes déjà dès qu'on démarre la SCOP. Tandis que là, il a fallu tout recréer, partir à zéro. Créer 2 marques, et on sait tous la difficulté de créer des marques et de y donner sa notoriété. Donc il nous faut du temps. Il nous faut au moins 4-5 ans. Donc même si on a démarré bien et que même les spécialistes ils nous disent que c'est exceptionnel ce que la marque 1336 a déjà comme notoriété, ce n'est pas suffisant. Il faut vendre double, il faut qu'on ait quasiment le double de ventes sur notre propre marque pour arriver à l'équilibre aujourd'hui. Donc ce n'est pas le cas. Il nous reste cette bataille à gagner. C'est pas gagné. Voilà.